Bien, il est 14 heures pile. Déjà merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je crois qu'on est assez nombreux dans ce webinaire. Et donc on est ensemble pour, 1/2 heure, 3/4 d'heure, pour travailler ou pour vous présenter, les 7 étapes destinées à vous permettre de construire et réussir votre stratégie digitale en B2B. Je suis avec vous, donc je suis Marine Soroco, je suis directrice associée d'Adimeo et depuis, presque 17 ans, j'accompagne mes clients, pour faire du digital le levier de leur croissance. Alors nos clients, on les accompagne à chacune des étapes de leur transformation. On les accompagne dans la construction de nouveaux outils, dans la définition de nouvelles organisations, de nouvelles techniques pour vos utilisateurs, vos consommateurs. Notre challenge au quotidien, c'est de créer des expériences digitales qui soient à la fois uniques, remarquables et performantes. Et pour vous accompagner dans cette démarche-là, on travaille autour de 4 expertises. Une practice conseil et stratégie qui va vous accompagner pour définir, designer votre trajectoire. Une practice de design et d'innovation qui va mettre en couleur, si je puis dire, la trajectoire qui aura été préalablement identifiée avec des UX, des UI designers. Des plateaux de production technique qui vont développer, installer, paramétrer, configurer l'ensemble des applicatifs qui auront été définis et une practice dédiée au marketing et à l'animation qui va avoir pour enjeu, pour challenge au quotidien, de faire de la lead génération, d'accompagner votre intégration sur des sujets de CRM et de travailler votre stratégie de contenu. Voilà, je ferme la page de pub pour me concentrer maintenant sur qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui, quel est notre objectif principal sur ce webinaire. Notre objectif, c'est de vous donner des clés pour construire une stratégie digitale B2B. Alors c'est important, on va voir, il y a quelques distinguos importants à prendre en compte, qui soient performantes sur 4 vecteurs. Le premier, c'est l'acquisition. Comment je fais pour générer plus de leads? Comment je fais pour ces leads, de leads froids ou potentiellement pas intéressés par votre offre, je vais faire en sorte de les transformer pour qu'ils émettent un besoin ou qu'ils soient réceptifs à l'offre, à la proposition de valeur que vous allez leur formuler. Comment, tout au long de ces différents points de contact que je mets en œuvre, je vais pouvoir optimiser leur expérience client, leur expérience utilisateur. Et comment, et ça c'est un des sujets en B2B parfois qu'on oublie un peu trop, comment je vais pouvoir les engager dans une récurrence d'achat, dans une fidélité pour les transformer en ambassadeurs. Voilà un peu le challenge auquel on s'attaque aujourd'hui et je vais commencer par m'intéresser aux différents piliers qui constituent votre stratégie digitale. Déjà, premier sujet, je vais déconstruire 5 mythes qui me paraissent importants. Le premier, que j'entends encore fréquemment, c'est que les entreprises en B2B ne font pas de e-commerce, au sens, je mets ma carte bleue, j'achète en ligne et j'ai pas d'interaction humaine dans l'échange. Aujourd'hui, en 2021, 65% des entreprises en B2B font du e-commerce. Le deuxième mythe, c'est que les acheteurs en B2B préfèrent serrer des mains, avoir des interactions en face-to-face. C'est faux. 2/3 des acheteurs B2B préfèrent des interactions digitales aux interactions de personne à personne quand ils ont le choix. Et c'est peut-être là un des sujets qui va être clé dans tout le déroulé de ce webinaire, c'est que le nouveau paradigme, c'est de leur proposer le choix de la typologie d'interaction qu'ils veulent avoir. Ce mythe-là, ce faux mythe, contredit un a priori qui est clé, qui est profondément ancré, particulièrement dans les fonctions commerciales, qui est de dire que le commercial B2B est indispensable parce que c'est lui qui finit par closer, c'est lui qui finit par récupérer la signature de l'acheteur en bas de son contrat. Le troisième mythe, c'est que un site basique, e-commerce, ça fera l'affaire. En fait, non. Votre site, c'est votre premier commercial. Les entreprises B2B, de plus en plus, ont tendance à accroître et faire performer leur dispositif digital, encore plus que n'importe quel autre canal. Le quatrième mythe, c'est que l'e-commerce n'est bon que pour des achats répétés ou à faible montant. On se dit effectivement, sortir une carte bleue, c'est plus facile quand c'est un faible montant et quand c'est la distance administrative qui l'a. C'est faux aussi également. Aujourd'hui, il y a une stat moi, qui m'a marqué, c'est que 35% des acheteurs, 35, plus d'un tiers des acheteurs, déclarent aujourd'hui pouvoir dépenser plus de 500 000 € dans une transaction
online. Et enfin, le dernier sujet qui est clé aussi dans la diversification de vos vecteurs d'acquisition et de commercialisation, c'est que les places de marché dans les métiers de l'industrie, les places de marché dans les métiers des services, ne sont plus la cerise sur le gâteau. 60% des acheteurs B2B indiquent être prêts à acheter sur une place de marché. Donc vous devez, vous aussi, si ce n'est pas déjà le cas, vous questionner de l'utilité d'une place de marché comme un vecteur de commercialisation supplémentaire. Et de ces 5 mythes, il en ressort aussi que depuis la crise Covid, et vous êtes tous à le constater, bien évidemment, on est dans une explosion des interactions digitales. Avant, on pouvait se dire, en B2B, les acheteurs vont faire du sourcing sur internet et qu'une relation en personne à personne était indispensable. En fait, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que toutes les étapes du processus d'achat sont concernées, à chaque étape, par la stratégie digitale. Cette stratégie digitale, elle doit être cohérente pour être capable d'identifier, d'accompagner, d'influencer les acheteurs potentiels dans toutes les phases du funnel de transformation. C'est-à-dire depuis la recherche, en passant par la considération et la décision et la fidélisation, le fameux funnel que vous avez peut-être en tête. Et il y a une étude Accenture qui est sortie récemment et qui disait que 94, presque la totalité des acheteurs B2B font une recherche sur Internet avant de prendre une décision. C'est-à-dire même pas en phase de sourcing, c'est avant de prendre une décision. Et ces acheteurs-là multiplient les sources de recherche. Donc vous voyez bien qu'on est dans un enjeu qui est considérable et qui est encore plus considérable puisque on a parlé par le passé de multicanal, de phygital, de cross-canal. Aujourd'hui, l'omnicanalité, c'est votre challenge numéro 1. De manière assez paradoxale finalement, l'acheteur B2B veut pouvoir être autonome et digitalisé. Il veut pouvoir en même temps, le fameux en même temps, avoir une relation humaine, un contact personnalisé quand il le souhaite, mais aussi il veut pouvoir ne pas être embêté par téléphone et passer sa commande en ligne. Donc ça veut dire pour vous que vous devez harmoniser et fluidifier l'accès à tous vos canaux. Qu'on parle du site internet, qui est la partie la plus émergée de l'iceberg, la plus visible, en passant par votre application mobile, par votre site mobile, en passant par les moteurs de recherche, par les marketplaces, par votre stratégie social media, avec votre stratégie d'influenceur, vos newsletters, les alertes que vous générez, vos webinars, celui auquel vous assistez aujourd'hui, les outils de type chatbot, chat live, etc. Bref, tous ces canaux-là doivent être capables de proposer une réponse qui soit homogène et congruente pour justement générer un engagement qui soit cohérent pour l'utilisateur. Et justement, vous devez équilibrer tous vos canaux pour répondre à vos objectifs, qui sont à chacune des étapes. Je veux acquérir de nouveaux prospects, développer une notoriété, vendre en ligne, accroître la conversion, engager des ambassadeurs, fidéliser vos clients. Bref, tous ces sujets-là sont clés dans le développement de votre business. Et ce qui est compliqué, c'est que on voit la partie émergée de l'iceberg qu'on a vu, site internet, tous les canaux, etc. Mais en dessous, il va falloir harmoniser la partie, ce que j'appelle la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire celle qui est la plus dure, la plus technique, la plus technophile, la plus chronophage. Comment je me connecte à mon ERP, comment je me connecte à mon data lake si j'en ai un, comment je gère mon CMS de gestion de contenu si j'ai plusieurs sites, comment j'interface mes données CRM pour que les messages que je diffuse sur le site internet soient pas le même sur le site mobile et soient pas le même dans une newsletter, comment je refais remonter des fiches produits depuis mon PIM qui sont différentes selon les pays et la localisation de l'internaute. Bref, toutes ces questions-là, elles sont éminemment complexes parce qu'elles sont aussi éminemment techniques et doivent vous proposer le plus d'agilité possible dans toutes les interactions. Voilà, une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose, hormis poser le constat de la complexité croissante de ce qui nous entoure, mais je vais essayer, au travers des slides qui nous attendent, de vous donner quelques étapes indispensables. La première étape, ça va être d'auditer l'existant. Et d'auditer l'existant le plus possible en ouvrant vos chakras, parce que quand on est la tête dans le guidon dans son business, on croit connaître ses clients, on croit savoir ce qui marche, on croit savoir ce qui marche pas, et c'est là où c'est intéressant de venir faire des audits statistiques, des audits de référencement, des audits éditoriaux, pour savoir comment est-ce que je parle à mes internautes, et puis de venir le comparer, c'est la fameuse partie audit externe, avec ce que font les autres. Alors, ce que font les autres, vos concurrents, et parfois en B2B, ce dont on se rend compte, c'est que nos concurrents,
ils font parfois pas aussi bien que nous, voire même moins bien. Parce que parfois, ils ont aussi, eux aussi, un train de retard. Donc c'est d'aller voir aussi ce que font d'autres acteurs dans d'autres marchés qui sont peut-être un petit peu plus évolués. Et pour ça, on va pouvoir, par exemple, aboutir à un benchmark qui va vous permettre de faire l'analyse de la stratégie de contenu de vos concurrents ou d'acteurs inspirés. Dans cet exemple-ci, on a travaillé pour un industriel, on a analysé les stratégies de contenu de ses concurrents et on a découvert un acteur particulièrement actif et pertinent sur des contenus, mais pas sur des contenus tournés vers l'offre, pas sur des contenus tournés sur on est les meilleurs, on est les plus forts, mais des contenus qui sont tournés vers des exemples concrets et pédagogiques. Parce que en fait, dans cette industrie-là, l'enjeu, c'était de convaincre des ingénieurs d'études de bureaux d'études. Et en fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a découvert, alors nos clients le savaient un peu, mais pas de manière aussi pertinente que ça, c'est que l'analyse de ce concurrent a permis de comprendre que l'enjeu, c'était de fournir des exemples concrets pédagogiques, et ça a rendu possible, chez le client, la mise en œuvre d'une stratégie de contenu, tournée vers la technique et tournée vers les ingénieurs. Un autre exemple de résultat qu'on peut avoir dans le cas d'un audit SEO, c'est que, par exemple, ici, on a pu voir que chez un des concurrents, il y avait un acteur qui trustait l'ensemble des positions, c'est-à-dire qu'il y avait tous les mots-clés, mais que tous les autres étaient extrêmement faibles en termes de positionnement organique. Donc ça voulait dire qu'il y avait des places à prendre pour un deuxième, notamment en identifiant toutes les requêtes de mots-clés sur lesquelles le concurrent en question était peu ou mal positionné. Ça, cet audit, il est clé pour vous permettre ensuite de définir vos objectifs et les décliner en KPI. Parce que si vous construisez une stratégie sans avoir au préalable défini quels étaient vos objectifs, c'est courir une course sans savoir quelle est la distance qu'on vous demande de parcourir et quel est le temps que vous vous fixez. Et vos objectifs, vous allez les décomposer dans un objectif de notoriété, visibilité, conversion et fidélisation. La notoriété, c'est combien de likes j'ai sur un post sur LinkedIn. L'objectif de visibilité, c'est combien j'ai de requêtes sur les moteurs de recherche. L'objectif de conversion, c'est combien j'ai de gens qui téléchargent une publication, etc. Ces objectifs, ils vont être clés pour établir là où vous êtes aujourd'hui et là où vous voulez aller demain, pour vous permettre de définir votre stratégie de moyens. Et surtout, en analysant vos objectifs à l'instant T, ça va vous permettre aussi d'identifier là où ça marche pas très bien. Là, dans cet exemple, on a décomposé de manière très granulaire les taux de transformation, étape par étape, pour identifier toutes les étapes qui généraient le plus de déperdition, notamment en fonction des sources d'acquisition. Et on a constaté deux choses. On a constaté qu'on perdait 90% des internautes au moment de la validation de la livraison. Alors ça, c'est pas nouveau, toutes les statistiques sur les tunnels de commande nous l'expliquent assez bien. Mais ici, cette analyse statistique a permis de définir des objectifs de réduction de près de 27%, notamment en identifiant tous les leviers, tels que la mise en place d'un franco de port, d'outils de réassurance, etc., etc. Et on a constaté également que ceux qui partaient le plus à ce moment-là étaient ceux qui venaient d'un trafic issu de partenariats d'affiliation. Donc on s'est dit, mécaniquement, peut-être qu'il faut lever un peu la pédale sur cette stratégie d'acquisition. Le troisième sujet, c'est de comprendre et identifier vos cibles. Vous allez me dire, mes clients, je les connais, je les pratique depuis de nombreuses années, je sais qui c'est. Alors, oui, je suis d'accord, vous les connaissez selon votre prisme à vous. Mais est-ce que vous avez déjà travaillé à les questionner sur comment ils achètent, quelle est leur perception de votre marque, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qui font qu'ils n'achètent pas chez vous mais plutôt chez un concurrent, quelles sont leurs craintes? Votre enjeu ici, c'est de définir ce qu'on appelle dans notre jargon assez classique, que vous avez peut-être déjà sûrement entendu, ce que c'est qu'un persona et quel est son parcours sur tout l'écosystème que vous leur proposez. Et pour ça, vous allez utiliser des outils de type sondage, interview, études ethnographiques, tests utilisateurs, etc., etc. Vous allez définir un nombre X, alors 6, 4, 6, 8 au grand maximum. Et là, vous allez pouvoir essayer de définir vos personas, et non pas vos cibles, non pas d'après leurs caractéristiques sociodémographiques, mais par rapport à leurs attentes et leurs besoins utilisateurs. Là, par exemple, dans le cadre d'une grande école de gastronomie, on avait, avant qu'on démarre cette mission-là, schématiquement, on divisait les étudiants, les publics en étudiants, professionnels, entreprises. Et tout le travail qu'on a fait sur l'analyse des personas a permis de faire sortir un hiatus très important entre les étudiants inexpérimentés
et les étudiants expérimentés. C'est-à-dire les inexpérimentés, ceux qui sont en démarrage de leur projet de formation, qui ont besoin d'être guidés et ceux qui sont très sûrs de leur expérience professionnelle, qui savent depuis toujours qu'ils veulent faire de la haute gastronomie, et qui ont juste besoin d'éléments de réassurance pour se dire: «C'est la bonne école qu'on choisit». Et là, ce qui était intéressant, c'était de voir que ces 2 différences qu'on a vraiment pu mettre en exergue, nous ont amenés à faire des choix stratégiques de parcours qui étaient radicalement différents pour répondre à ces 2 besoins utilisateurs. Et c'est là aussi où vous allez commencer à cartographier tous les points de contact. Vous allez pouvoir modéliser un parcours client pour notamment permettre d'aligner vos équipes marketing et vos équipes sales. Pour que, d'une part, elles parlent le même discours et puis surtout qu'elles aient le même objectif, c'est de faire progresser le parcours client, progresser le client dans son parcours d'achat. Identifier les points de contact, quels sont ceux qui sont plus ou moins impactants, quels sont ceux qui génèrent plus de friction. Est-ce que chacun des points de contact est cohérent en termes de message, de concept? Et là où c'est intéressant de travailler votre cartographie des points de contact, c'est que vous allez pouvoir vous concentrer sur les points de contact, les touch points, qui génèrent le plus de retour sur investissement, ou les points de contact qui génèrent le plus de friction et qui peuvent être rapidement améliorés. Et cette structuration des points de contact va vous permettre de structurer tous vos canaux d'acquisition, de transformation et de fidélisation. Depuis un moteur de recherche, depuis un réseau social, depuis une stratégie d'emailing, en passant par votre site web. Et d'identifier à chaque étape, qu'est-ce que vous allez travailler en termes de référencement, d'acquisition payante, d'affiliation, quelle est la stratégie d'employee advocacy que vous allez mettre, quelles sont les logiques de retargeting, vous savez, les pubs qui reviennent vers vous une fois que vous êtes allé visiter un site web, quelles sont les stratégies d'emailing, de marketing automation que vous mettez en place pour faire revenir, pour réchauffer un lead, etc., etc. Et cette structure des canaux d'acquisition, elle doit vous emmener vers un objectif qui est construire votre stratégie d'inbound marketing. Je pense qu'en B2B, vous en avez sans doute très largement entendu parler. L'inbound marketing, c'est une stratégie qui repose sur une inversion de paradigme, c'est-à-dire plutôt que de pousser votre offre auprès de vos clients en disant on est les meilleurs, on est le plus qualifié, etc. On va plutôt travailler une stratégie de création de contenu qui apporte de la valeur à vos cibles et qui va attirer vos visiteurs sur la base de leur propre recherche internet. Par exemple, si je file l'exemple d'Adimeo, peut-être que vous êtes arrivé chez nous, parce que vous avez questionné: «Comment est-ce que je peux rendre mon dispositif web plus performant?» Vous n'avez pas forcément, tapé le mot, agence digitale et vous êtes arrivé peut-être sur ce webinar ou sur un article de blog. Et dans cette stratégie d'inbound marketing, par le biais de différentes tactiques, telles que faire du marketing automation, faire du nurturing, c'est-à-dire vous envoyer des boucles d'emails, vous engager sur les réseaux sociaux ou encore avec des articles de blog. Vous allez pouvoir progressivement réchauffer ce lead pour faire en sorte que d'un lead qui est inconnu, vous allez le transformer en ambassadeur. Et ce qui est intéressant dans votre stratégie d'inbound marketing, c'est qu'à chacune des étapes, vous allez pouvoir sanctionner la performance des dispositifs par des KPI extrêmement faciles à mesurer. Combien vous avez de mots-clés référencés, combien vous avez de visiteurs, quel est votre taux de rebond. Le taux de rebond, c'est le nombre de visiteurs qui partent de votre page après une première visite sur une page. Quel est votre taux de transformation? Alors c'est très intéressant, votre taux de transformation, de venir le décomposer sur chacune des étapes de votre funnel. Bref, tous ces sujets-là, dans votre stratégie d'inbound, vous allez pouvoir le mesurer. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que sur cette stratégie d'inbound, qui est une stratégie de long terme, vous allez pouvoir avoir une courbe comme celle-là. En 3 ans, 4 ans, chez un de nos clients, avec un budget mensuel d'à peu près 3 000 €, qui permet de générer la production de blog, la production de contenu, ce genre de choses. Ce client génère aujourd'hui plus de 20 000 visites mensuelles. Et cela génère une dizaine de leads qualifiés par mois. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que parfois, cette stratégie de masse ne suffit pas. Cette stratégie de masse ne suffit pas. Il faut être un peu plus fin, un peu plus tactique, un peu plus précis dans les cibles visées.
Et c'est notamment le cas dans certains marchés de niche, où par exemple, on a des clients qui vendent des produits qui sont plutôt des produits très haut de gamme. Et l'exemple type que j'ai en tête, c'est, on a des clients, qui sont des industriels qui vendent des condensateurs. Des condensateurs, c'est ce qu'on appelle une commodité dans l'industrie. Il y a des acteurs chinois, il y a des acteurs indiens qui produisent des dizaines de millions de condensateurs pour quelques centimes. Et ce client-là, il est dans le top market, c'est qu'il il vend des condensateurs extrêmement haut de gamme. Donc en fait, avoir une stratégie d'inbound marketing et une stratégie de masse, il va avoir plein de leads, mais qui finalement ne l'intéressent pas. Et c'est là où, dans votre réflexion, une stratégie de account-based marketing peut avoir un intérêt pour vous. Le account-based marketing, plutôt que d'attirer en masse quantité de leads avec une stratégie de contenu, vous allez pouvoir identifier un certain nombre de comptes clés avec des gens et des personnes physiques à l'intérieur qui sont en capacité de vous apporter les volumes de marché que vous attendez. Vous allez engager ces comptes clés avec du contenu très personnalisé et vous allez pouvoir construire une relation de confiance qui va amener de nouvelles opportunités de business. Donc vous voyez, c'est un petit peu l'inverse que la stratégie d'inbound marketing que j'évoquais juste avant. Et la question que vous allez me poser, très certainement, c'est OK, une fois que j'ai défini cette big picture, qu'est-ce que j'en fais? Comment je m'outille? Quels sont les outils que je choisis? Et là, c'est là où ça se complexifie un peu, forcément. Puisque vous rentrez dans un magasin et si vous tapez, agence digitale, marketing automation, CRM, inbound marketing, vous allez avoir pléthore de résultats qui vont sortir sur le web. Le plus important pour vous, c'est de définir un petit peu les différents outils selon vos canaux et vos stratégies. En référencement, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux faire de l'acquisition payante? Quelles sont les plateformes de suivi en backlink, si j'ai besoin de faire du backlink, que j'utilise? Comment est-ce que j'optimise mes campagnes? Quels sont les outils d'e-réputation que j'utilise? Sur les réseaux sociaux, où est-ce que je me concentre? Est-ce que je fais que du LinkedIn en B2B? Quel est l'intérêt de faire du Facebook? Peut-être, encore, en B2B. Twitter, est-ce que ça me sert à quelque chose, au-delà de faire de la notoriété? Est-ce que j'utilise des agrégateurs? Sur le web, qu'est-ce que j'utilise comme outil de gestion de contenu? Qu'est-ce que je fais pour mon e-commerce? Qu'est-ce que je fais pour générer mon blog et générer du trafic? Comment je m'équipe pour diffuser mes produits sur une marketplace? Et enfin, en marketing, quels sont les outils logiciels que j'utilise pour faire de l'email marketing, de l'email transactionnel, du marketing automation, etc. Faut construire pour vous la big picture et identifier toutes les liaisons avec votre CRM, votre ERP, votre catalogue, etc., etc., etc. Et là, tout l'enjeu, pour vous, éminemment complexe, c'est de définir vos budgets, vos calendriers, vos ressources. Et là, c'est un peu the big question. À combien je peux construire mon budget qui m'attend? Et c'est là où toujours il faut décomposer. Et en décomposant, on va identifier dans vos budgets, bien évidemment, ce qui relève de l'investissement, du fonctionnement. Qu'est-ce que j'externalise parce que je n'ai pas la ressource en interne? Qu'est-ce que je garde en internalisation et qu'est-ce que je d'internalise en mobilisant des ressources ou en recrutant? Quelles sont les licences que j'achète? Si besoin pour m'équiper en termes de logiciels, qu'est-ce que j'achète en acquisition payante? Quels sont les abonnements aux outils? En termes de calendrier, je vais me concentrer pas forcément sur la partie émergée de l'iceberg, qui est, la mise en œuvre des outils, mais comment est-ce qu'en amont, je conçois la concertation avec toutes les parties prenantes de l'organisation? Comment je formalise mon calendrier? Qui j'implique? Comment je fais mes choix d'outils pour engager et mobiliser l'ensemble des parties prenantes? Et à ce moment-là, uniquement, je me préoccupe de la mise en œuvre. Et puis sans oublier tous les enjeux de reprise d'existants, de migration, de tests, toujours en se projetant dans une idée d'optimisation continue. La fameuse version bêta, où se dire que mon actif digital, mon écosystème digital tel que je le construis, il n'a pas vocation à s'arrêter en 2023, mais je dois toujours être dans une remise en question permanente. Et pour vous, bien évidemment, vous questionnez sur, qu'est-ce que je garde en interne? Qu'est-ce que j'externalise? Comment je forme? Et ou comment je recrute? Et enfin, le dernier sujet qui me paraît clé, c'est toujours mesurer, 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 mesurer. Parce que votre stratégie marketing B2B, elle ne fonctionnera que par innovation, amélioration incrémentale.
que parce que vous aurez identifié que ce mois-ci, vous avez eu une déperdition d'un nombre de leads, parce que sur cette page-là, tel sujet n'a pas marché. Et c'est comme ça progressivement que vous allez faire monter vos stats. Je vous ai mis ici un exemple de dashboard de KPI. En fait, l'enjeu, c'est définissez une dizaine d'indicateurs, pas plus. Quelle est votre valeur en 2022? Quel est le taux de croissance qui est attendu? Et mois après mois, vous allez les mesurer et vous allez mettre en vert ou en rouge les indicateurs qui correspondent ou qui ne correspondent pas à vos objectifs de performance. Et c'est que dans cette vision très granulaire, très finalement un peu microscopique, que vous allez progressivement, mois après mois, construire la performance de votre dispositif. Voilà un peu les 7 éléments stratégiques, les 7 étapes stratégiques que je voulais vous partager. Je clôturerai ce webinaire en évoquant avec vous un certain nombre de points de vigilance qui me paraissent clés. Le premier point de vigilance, c'est qui pilote, quelle est la gouvernance et qui fait la conduite du changement. Qui est le pilote de cette stratégie? La DSI, la DIRCOM, est-ce qu'il y a un CDO, un Chief Digital Officer? Ça, c'est clé parce que j'ai vu quantité de projets à choper, tout simplement parce qu'on se tire la bourre en interne. Et à un moment donné, quand on est dans une stratégie et qu'on met des investissements, il faut pouvoir flécher ces investissements et identifier les responsabilités. Et en termes de conduite du changement, c'est un élément clé. Dans une stratégie de transformation telle que celle-là, vous allez avoir un enjeu clé qui va être de transformer l'alignement, la fonction commerciale et sales, qui vont devoir travailler de manière beaucoup plus intégrée, parler le même langage. Et donc vous devez vous poser la question de quels sont mes leviers pour conduire ce changement. Je fais des formations, je fais du coaching, j'utilise des utilisateurs pilotes, etc., etc. Ça, c'est un point clé dans votre trajectoire à prendre en œuvre. Le deuxième risque, c'est qu'une telle stratégie nécessite pléthore de compétences. Et toutes les années qui passent, je vois de nouveaux noms qui surgissent dans les métiers du digital. Et donc ça veut dire nécessairement que ces compétences, vous ne pouvez pas toutes les avoir en interne. Donc il faut pouvoir identifier et cibler très précisément ce que vous voulez externaliser et ce que vous gardez en interne parce que ça a plus de valeur. Le troisième sujet clé, dont on entend beaucoup de plus en plus parler, c'est le sujet de la sécurité et des données personnelles. Le sujet de la sécurité, je vais enfoncer une porte ouverte, mais je vais quand même le dire, la question, c'est pas de savoir si vous allez être attaqué, mais quand. Et comme votre actif digital est aujourd'hui le nerf de la guerre dans la génération de business, vous ne pouvez pas vous permettre d'être attaqué. J'ai vu des clients qui sont restés bloqués 1 mois, 2 mois, dans le noir, parce que leur site avait été piraté. Et en corollaire ou en liaison avec ça, le sujet de la donnée personnelle et du respect du RGPD, vous devez être aussi irréprochable sur la manière dont vous traitez les données collectées et sur la manière dont, effectivement, ces données-là, vous engagez à les exploiter dans le cadre strict du RGPD. Et enfin, je conclurai, et j'en ai touché un mot, sur la dynamique d'esprit dans laquelle il faut se positionner, qui est de se dire que vous devez être dans une bêta permanente. Vous devez en permanence identifier qu'est-ce qui marche moins bien, qu'est-ce qui marche pas du tout, arrêter les dispositifs qui ne marchent pas, accélérer ceux qui fonctionnent et travailler à optimiser ceux qui fonctionnent moins bien, mais sur lesquels vous estimez qu'il y a encore du potentiel. Voilà, et si jamais vous avez besoin d'aide, on peut bien évidemment vous aider sur tous les sujets d'audit, de définition de trajectoire, de pilotage de votre transformation. J'espère que ce webinaire vous aura donné quelques clés ou quelques éléments de questionnement et on est là pour vous aider à performer encore plus et mieux. Vous pourrez nous retrouver sur des webinaires qui ont lieu le 26 janvier prochain, un webinaire sur toutes les bonnes pratiques techniques pour faire décoller votre site web. Alors je précise technique parce qu'on ne va pas voir les volets contenu et autres. Un sujet plutôt plus technique mais qui rejoint, vous savez, l'iceberg que je vous présentais, c'est comment comprendre l'enjeu des API dans vos projets web, c'est-à-dire comment je fais s'interconnecter des solutions les unes avec les autres et comment je contrôle cette APIisation. Et en janvier, un webinaire sur plus votre stratégie de contenu et le référencement pour vous permettre d'atteindre votre première position sur Google. Voilà pour tous ces sujets. Un grand merci à tous de votre participation.
et je vous propose de passer aux questions, si vous le voulez. Bien évidemment, je vais tâcher d'y répondre. Merci à tous. Oui, bien sûr, Dominique, vous allez pouvoir recevoir ce webinaire en vidéo. Bonjour à tous. Marine, tu as des questions dans l'onglet questions qui sont juste à côté. Merci, je n'ai pas le bon anglais. Alors, je vais prendre les questions. Vu. Alors, Maïsa, est-ce que votre accompagnement fonctionne aussi si l'on vend des services de conseil? Ah, vous voulez dire si jamais vous êtes concurrent de nous? Ou j'ai envie de dire oui, on n'est pas, voilà, mais je suis pas sûre de comprendre. Émilie, dans le dashboard, qu'est-ce que MQP SQL? Alors, MQL SQL, c'est un jargon très jargonnant, je vous l'accorde, Émilie. MQL, c'est l'acronyme qui veut dire Marketing Qualified Lead, et SQL, c'est Sales Qualified Lead. Une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose. En gros, c'est des indicateurs pour se dire un MQL, c'est un lead qui a été généré par le marketing, donc par une action du site web, une newsletter, un webinar, et qui a été qualifié, c'est-à-dire qui répond à un certain nombre de critères, de type taille d'entreprise, fonction du contact, etc., pour qu'il puisse être étudié par les sales. Et ça passe donc côté équipe commerce. Et le SQL, c'est un lead qui a été validé par les sales, par quelque manière que ce soit, hein, soit parce qu'il l'a appelé, soit parce qu'il a envoyé un email, etc., pour dire, OK, c'est un lead qui peut être intéressant à exploiter commercialement parlant. Et c'est là où c'est intéressant et que vous allez pouvoir construire votre funnel, c'est-à-dire que vous avez forcément plus de MQL que vous n'avez de SQL, et donc tout votre enjeu, c'est de déterminer le taux de transformation là-dessus. Émilie, une question. Je vois qu'il y a des questions que j'ai. Bonjour, où trouver les chiffres que vous énoncez? Quelle est l'étude source? Tout à fait, Émilie, vous avez raison, je ne fais pas preuve forcément de précision. On pourra tout à fait vous les envoyer. 65% du B2B font du commerce, je ne sais plus si c'est dans l'étude Accenture ou pas. Je pourrais vous retrouver ces éléments-là, pour le coup. Je les ai plus de tête. Morgane, où pouvons-nous récupérer votre dashboard KPI? Dans les supports du webinar qu'on va vous envoyer ensuite, vous pourrez les récupérer. Voilà, et je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Bon, je crois que j'ai répondu à toutes les questions, sauf si j'en oublie, manifestez-vous. Bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, un grand merci à tous pour votre participation, pour vos questions. Et vous allez recevoir normalement, à la fin de ce webinaire, un petit questionnaire. Si vous pouvez juste y répondre pour nous dire si c'était bien, pas bien ou pas, ça nous permet, comme d'habitude, toujours de nous améliorer. Voilà, un grand merci à tous. Et à très bientôt. Ah non, il y a d'autres... si. À bientôt, merci. Au revoir.